Bienvenue dans le libre journal de la réaction. Philippe Ménard a eu la gentillesse de me céder le micro, les manettes, les commandes, l'émission, voilà, sa vie en un mot. Et je reçois avec bonheur ce soir deux personnes qui ont écrit deux très bons livres. Frédéric Rovillois, qui a coécrit avec Sophie Vanden Abel Marshall, j'espère que je n'ai pas écorché le nom. C'est très bien. Voilà, Je viens mourir chez toi, de Sappho à Jean d'Ormesson, La mort des écrivains, et Robin Nitto, qui a publié aux éditions Salvator La plume et le tombeau, 10 écrivains face à la mort. Et comme je suis extrêmement malin, ce sont deux livres qui parlent tous les deux d'écrivains et de mort, et je me suis dit on va les recevoir ensemble. Je me suis trouvé terriblement original avant d'apprendre qu'à peu près tout Paris avait fait la même chose. Mais je suis quand même ravi de vous avoir ce soir. Robin, je croyais que vous vouliez me dire quelque chose, et du coup je vous avais donné ça pour que vous puissiez écrire... C'est bon. C'est bon. Alors, quand on vous lit, il y en a 10 d'un côté, il y en a 25 de l'autre. Donc, on ne va pas comparer le poids des écrivains, ni vos talents respectifs, qui sont immenses tous les deux. Et ce qui est évidemment fascinant, c'est la manière dont vous vous emparez de ce thème pour le traiter pas du tout de la même manière. C'est-à-dire, Robin Nitto commence systématiquement par nous raconter effectivement la mort de l'écrivain. Voilà, donc il y a marqué 10 écrivains face à la mort. L'auteur commence par la mort de l'écrivain, après il explique qu'il s'est passé 2 ou 3 trucs avant, alors que vous, Frédéric Rovillois, vous nous racontez toute la vie de l'écrivain, et ça se termine par la mort, ce qui paraît à peu près normal dans l'ordre logique des faits. Et il y a une approche, comme vous le dites d'ailleurs dans votre préface, ce n'est pas un livre d'universitaire, mais on sent que vous êtes universitaire, vous n'avancez que ce qui est vrai, et d'ailleurs ce qui est génial, c'est que ce qui est vrai, c'est des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout. Voilà, Sappho n'est pas du tout morte parce qu'elle était prise d'un désespoir lesbien. Mauriac n'est pas du tout un type sympathique. Enfin, ça, on s'y attendait un petit peu, mais là, vous y en apportez des vraies preuves. Et vous, Robin Nitto, on sent que, si jeune que vous soyez, la mort est un sujet qui vous passionne ou vous tourmente. En tout cas, voilà, ça fait longtemps que vous avez un cahier de citations dans lequel vous notez des trucs et vous êtes décidé à franchir le pas et à parler de morts illustres. Je me suis demandé pourquoi est-ce que les écrivains étaient le sujet, parce qu'après tout, on aurait pu avoir les scientifiques et la mort, les soldats et la mort, les saints et la mort, Emmanuel Macron et la mort. Donc là, ce sont les écrivains et la mort. Et je me suis demandé si c'est parce que les écrivains étaient supposés mieux dire leur mort, mieux dire comment elle allait arriver, ou mieux composer les circonstances de leur mort. Bon, je pense que, cher Richard de Sèze, c'est cela ? C'est ça. Vous devriez donner la parole à l'un ou à l'autre, ça simplifierait les choses. Frédéric Rovillois. Enchanté. Bonjour, cher Richard. Écoutez, je pense qu'aucune de vos hypothèses, comme vous le savez bien d'ailleurs, puisque vous les citez juste à titre d'amusette, n'est plausible. En fait, si on s'est intéressé, nous et vous, Robin, aux écrivains à la mort, c'est parce que... En fait, quand on écrit, c'est pour exorciser la mort, finalement. C'est toujours un peu la même chose. C'est parce qu'on a peur de la mort, c'est parce qu'on veut la combattre, c'est parce qu'on veut essayer de laisser quelque chose après soi, c'est qu'on veut montrer que, au fond, voilà. Et c'est pour ça que je pense qu'effectivement, toute personne qui écrit, tout écrivain, quand il prend sa plume ou son stylo ou voilà, pense plus ou moins à ça, en permanence. Au fait qu'un jour il va mourir. Au fait qu'un jour il va mourir et que le seul moyen de vaincre la mort, c'est d'écrire. Je recevais hier Patrice Jean et Bruno Lafourcade, donc Patrice Jean qui vient d'écrire Les Spectres aux éditions du Cherche-Midi, et eux-mêmes, qui ont presque 60 ans, étaient effectivement raisonnablement hantés par l'idée de leur finitude, et on sentait que le roman était pour eux une manière de se prolonger et de sentir même qu'ils existaient. Robin Nitto, malgré tout, Frédéric Rovillois a balayé d'un revers négligent de la main mes efforts littéraires pour essayer d'introduire cette émission. Est-ce que vous-même, vous êtes intéressé aux écrivains parce que vous aviez l'impression qu'ils avaient une vérité particulière à dire sur ce sujet de la mort ? Alors, il faut reconnaître qu'en amont, j'avais de mon côté l'envie de parler d'écrivains, et la mort a été un prétexte pour parler d'eux. Et donc, j'ai inventé un sujet à partir de ce qui traînait dans ma tête. Mais voilà, c'est d'abord un prétexte. Ensuite, il se trouve quand même qu'on trouve quelque chose d'intéressant dans le lien entre les écrivains et la mort. Il me semble que c'est l'angoisse de la page blanche qui saisit quiconque se trouve à un moment être en situation d'écrire, donc en particulier les écrivains au quotidien. C'est peut-être cette angoisse de la page blanche qui ressemble quand même drôlement à l'angoisse existentielle, l'angoisse du vide,
auxquelles on se retrouve tous confrontés quand on pense à la mort. Et donc, il m'est venu l'idée que peut-être que les écrivains étaient en première ligne, finalement, face à la mort, parce que quotidiennement, ils étaient confrontés à qu'est-ce qu'il y a sur cette page? Absolument rien. Et je vais avoir besoin de ce qu'il y a dans mon cerveau, au fin fond de mon âme, pour la remplir. Voilà. Très bien. Il y a plusieurs morts chrétiens, il y a plusieurs morts païens, il y a des morts antiques, il y a des morts contemporains ou presque. Jean d'Ormesson, pour parler du dernier qui est mort, si on regarde la table des matières, chez Robin Nitto, enfin chez vous, c'est Jean d'Ormesson qui meurt et avant Pasolini et Mishima, et chez Robin Nitto, il y a d'autres gens qui meurent, en l'occurrence, les derniers à mourir sont Antoine de Saint-Exupéry et Molière. Voilà, mais avant, il y a eu Max Jacob et Pierre Drieux-La Rochelle. C'est pas exactement dans l'ordre chronologique, contrairement à vous, Frédéric Rouvillois. L'un des plaisirs qu'on a à vous lire, tous les deux, c'est évidemment ce qu'on apprend sur ces écrivains. Bien sûr, ce sont des essais sur la mort. Ce sont aussi des petits essais littéraires, et on sent que l'un comme l'autre, il s'agit bien sûr, finis coronatopus, de parler de la mort de l'écrivain, mais il s'agit quand même de raconter la trajectoire qui parfois n'a rigoureusement rien à voir avec la mort elle-même. La mort est presque une espèce d'accident oblique par rapport à la trajectoire, et parfois au contraire, comme dans Peggy, dont vous parlez tous les deux. J'ai vu que vous parliez tous les deux de Peggy, de Byron, de Molière et de Victor Hugo. Donc pour Peggy et Molière, j'ai trouvé ça parfaitement normal. Pour Byron et Victor Hugo, il va falloir que vous vous justifiiez tout à l'heure, mais voilà. On va commencer par parler de Sappho, parce que évidemment, l'un des plaisirs de vous lire, c'est d'apprendre des trucs géniaux. Alors, Sappho meurt en se jetant depuis une roche blanche, semblable au charbon blanc de l'île de Leucade. Voilà, Leucade, justement, où Sappho vient mourir, est un lieu chargé d'histoire et de mythologie. La roche blanche, Leucade, de la falaise surmontée d'un temple d'Apollon. Et là, vous nous dites quelque chose qui est vraiment génial, comme chaque fois qu'on parle d'antiquité gréco-romaine. Donc, la littérature grecque voit l'entrée dans le royaume divin d'Hadès ou dans celui du fils de Cronos et Rhea. Elle confère au plongeon, depuis de cette falaise, du haut du promontoire sacré, une dimension symbolique forte. L'Antiquité en a fait un rite purificateur, individuel et collectif. Qu'il s'agisse de précipiter des criminels harnachés de plumes d'oiseaux le jour de la fête d'Apollon pour laver la cité d'éventails souillures et la protéger de calamités possibles. C'est génial. Oui, c'est tout à fait. Alors, c'est pas moi qui l'ai écrit, ça, c'est ma co-auteur et comment dirais-je, fiancée, compagne, future épouse. Mais ça paraît très bien, tout ça. Peu importe. Donc voilà, c'est elle qui a trouvé ça, mais effectivement, c'est quelque chose qui est à mi-chemin entre Borges et Richard de Sèze, donc effectivement, et Uderzo par ailleurs, mais oui, notamment Astérix. Voilà. Mais oui, Astérix et les Normands. Astérix et les Normands. Mais effectivement, c'était assez fabuleux. Oui. On est absolument enthousiasmé. C'est ce à quoi effectivement renvoie par ailleurs le tableau du Baron Gros qu'on a utilisé donc comme qui est en couverture de votre livre. Voilà, et qui est effectivement, on a l'impression d'un oiseau finalement qui va s'envoler, hein, c'est Sappho, avec des espèces un travail du peintre sur la robe, sur la transparence, etc., qui est tout à fait qu'on a trouvé tout à fait significatif. Ce tableau est admirable. Je crois que je l'ai vu à une exposition au musée de la vie romantique il y a quelques années. Voilà, mais en tout cas, je l'ai vu il y a moins de 10 ans. Mais nous sommes tous les deux très vieux par rapport à Robin Nitto. Vous, Robin, ce qui m'a fasciné, c'était la manière dont on vous sent parfois, mais vraiment en proximité absolue avec certains des auteurs que vous explorez, et notamment Simone Weil, voilà, qui... et pour vous, on sent, enfin j'ai l'impression en tout cas, une figure. À peine arrivée dans ce lieu, vous parlez du sanatorium où elle va mourir, où elle s'apprête à finir ses jours. Elle se souvient que sa volonté d'action, ses élans de charité, ses combats pour la justice doivent être subordonnés à sa quête de la vérité. Et qu'en approchant la mort de si près, elle s'approche aussi d'une certaine manière d'un vrai qui serait éternel. Vous la citez, « La vie contraint à croire ce qu'on a besoin de croire pour vivre », écrivait-elle quelques semaines plus tôt. Elle sait qu'elle s'approche de l'émancipation ultime, l'émancipation du mensonge, au fur et à mesure qu'elle s'approche de son dernier souffle. Elle, qui mène depuis toujours une recherche de la vérité absolue, renonce au besoin de vivre. Et vous terminez cette notice documentée et émouvante sur ce qu'elle dit de la mort. La mort est ce qui a été donné de plus précieux à l'homme, c'est pourquoi l'impiété suprême est dans Malusé.
J'ai toujours cru que l'instant de la mort est la norme et le but de la vie. Je pensais que pour ceux qui vivent comme il convient, c'est l'instant où pour une fraction infinitésimale du temps, la vérité pure, nue, certaine, éternelle, entre dans l'âme. Je peux dire que jamais je n'ai désiré pour moi un autre bien. Et vous concluez, la voilà pour toujours rassasiée. C'est magnifique. Merci. Ce que vous dites et ce qu'elle dit. Voilà. Et j'ai raison de croire que Simone Veil vous émeut un peu plus que Victor Hugo ? Oui, alors il y a plusieurs raisons à ça quand même. Déjà, vous me flattez beaucoup en disant que j'ai l'air si intime avec les écrivains sur lesquels je me penche. C'est assez inégal parce que dans le cas de Victor Hugo, mais encore plus dans le cas de Molière par exemple, on a du mal à se sentir pleinement intime avec eux parce qu'ils jouent aussi un rôle. Alors Molière particulièrement qui porte un masque au quotidien et puis dont les biographies sont assez lacunaires souvent. Hugo parce qu'il avait un rôle qui était très politique. Dans le cas de Veil, c'est très facile de se sentir proche d'elle, il me semble, parce qu'elle se met à nu un peu en continu. Elle est obsédée par la quête de vérité et du coup, elle fait aucun faux semblant. Elle a en fait très peu de pudeur sur sa faiblesse, sur sa petitesse qui l'obsède d'ailleurs complètement. Donc, quand on la lit, on a toujours un peu l'impression d'être son confident, d'une certaine manière. Et je vais reprendre l'une des phrases que vous citez d'elle. La mort est ce qui a été donné de plus précieux à l'homme. C'est pourquoi l'impiété suprême est dans Mal-Usé, où elle explique pourquoi est-ce qu'elle ne se suicide pas, alors que tous les deux, Mishima, Pierre Drieux-La Rochelle, vous avez mis, dans votre collection de morts littéraires, vous avez mis des gens qui se sont suicidés. Vous n'avez pas mis Monterland, mais voilà. Mais il y a quelques, même si le club est fermé, il y en a d'autres. Hemingway, voilà. Et comment est-ce que vous jugez, Robin, la mort de Pierre Drieux-La Rochelle? Comment est-ce que vous jugez, Frédéric, la mort de Mishima? La mort de Mishima, enfin voilà, certaines morts, vous citiez Hemingway à l'instant, sont des morts, voilà, pour en finir, parce qu'on en a assez. Et que celle de Mishima, c'est le contraire. En fait, c'est une espèce d'ultime mise en scène de quelqu'un qui a toujours vécu pour la mise en scène. C'est vraiment la mort sous les sunlight. Avec dans un lieu très particulier, une espèce de siège de l'armée, de ce qui reste de l'armée japonaise, avec un général qui est tenu sous la menace d'un sabre et qui va commander finalement aux soldats, etc., qui sont là d'écouter l'ultime discours de Mishima, qui croit ou qui fait semblant de croire que par son discours, il va finalement restaurer dans sa grandeur l'empire du Japon, et qui va finalement, comme il l'avait déjà prévu dans un ouvrage paru une dizaine d'années plus tôt, comme il avait mis en scène dans un film, va se faire seppuku, donc se percer le ventre avec un sabre avant d'être décapité par son suivant en quelque sorte. Sauf que comme dans le film et comme dans le livre, le suicide ne marche pas bien, c'est une catastrophe absolue, et donc voilà, c'est une chose très, très bizarre, c'est une espèce de raté volontaire. Lui, alors pour répondre à Simone Veil, on a le sentiment qu'il a totalement raté, sauf qu'en réalité, le ratage semble voulu. Voilà, personnage éminemment étrange, paradoxal, dans une duplicité permanente. Et sur ce plan, je me suis vraiment beaucoup inspiré d'un ouvrage absolument fabuleux, admirable, mais que malheureusement personne, ou quasiment personne n'a lu, parce que très peu de gens l'ont acheté. C'est le Mishima de Stéphane Giocanti, qui est paru il y a pas très longtemps pourtant, et qui est aux éditions de l'Harmattan, si je ne m'abuse. L'Harmattan, et qui est une véritable somme absolument passionnante sur cette question. Voilà, sur la question de Mishima et pas uniquement de son suicide. Non, mais le moment du suicide occupe une part importante. La perspective de Giocanti, c'est que Mishima n'a jamais cessé finalement d'avancer masqué, d'être sous les masques, et que au fond son suicide, c'est un masque ultime, c'est pas du tout un dévoilement, mais au contraire un voilement supplémentaire. Nous parlerons de Pierre Drieux-La Rochelle juste après. Je crois que nous avons le plaisir d'avoir le pasteur Blanchard en ligne. Oui, bonsoir, cher Philippe. Bonsoir, monsieur le pasteur. Ce soir, c'est une soirée particulière. Je crois que vous avez une triste nouvelle à nous annoncer, effectivement.
Oui, écoutez, j'étais au téléphone avec vous le 26 du mois dernier, attendant que ma femme sorte du scanner et la veille de sa mort. Et j'ai pu vous parler et je vous remercie, cher Philippe, pour votre empathie, votre dévouement à la cause que nous servons et à tout ce que nous voulons défendre. Et il y a eu une scène assez ubuesque puisque dans cette chambre mortuaire ou ce mouroir à l'hôpital de Corbeil, il y avait un catholique traditionnaliste avec moi. Il y avait ma belle-sœur et ma belle-fille qui étaient présents et on a pu, la veille de sa mort, lui parler. Je lui ai témoigné de mon amour, combien elle éclairait ma vie, combien elle avait rendu merveilleuse mes jours. Et surtout, je lui ai posé la question, crois-tu au Seigneur Jésus? Elle a opiné du bonnet, elle a dit oui. Crois-tu que tu vas le rencontrer et qu'il attend à la porte? Elle a dit oui. Pour moi, c'est là l'essentiel. Et voilà, je voulais ce soir lui rendre hommage. Je sais que ma belle-fille nous écoute et que c'est très dur pour nous tous, mais nous continuons le combat, cher Philippe, et nous vous remercions. Et le livre que nous allons sortir sera à sa mémoire, tout à sa mémoire, parce que la dernière fois qu'elle est venue à Courtoisie avec moi, c'était dans l'émission de notre cher Paul-Marie Couteau, et Paul-Marie m'a posé la question, et Madame Blanchard? Et j'ai dit, Madame Blanchard, c'est l'âme de l'ASP, c'est la mascotte. Voilà, elle est partie pour un monde meilleur, et je voulais ce soir lui rendre hommage. Le mois prochain, nous reparlerons de nos actions, mais voilà, elle est partie et elle veille sur nous, elle nous regarde du haut du ciel et elle nous dit continuez le bon combat parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est en lui que se trouve la vie. Voilà, merci pour m'avoir permis de donner ce témoignage ce soir. Et le mois prochain, nous reprendrons nos entretiens avec nos bénévoles, nos actions caritatives. Mais je voulais ce soir parler d'elle. Ça fera un mois, le 28 novembre, qu'elle est partie. C'est très dur pour nous tous, mais elle est partie dans la foi en Jésus-Christ et c'est là l'essentiel. Merci beaucoup, monsieur le pasteur. Et si je peux me permettre, c'est le moment de citer saint Paul. Quant à moi, je suis déjà répandu en libation et le moment de mon départ est venu. J'ai combattu jusqu'au bout le beau combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Et maintenant, voici qu'elle préparait pour moi la couronne de justice qu'en retour le Seigneur me donnera en ce jour-là. Vous savez, tout le personnel était stupéfait parce que mon ami Cato Tradi, il a récité ce chapelet et moi je chantais des cantiques. Frères, ne pleurez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance, comme ceux qui n'ont pas la foi. Et ils nous regardaient parce qu'ils n'avaient jamais vu un tel spectacle. Et je lui ai dit, tu crois au Seigneur Jésus-Christ? Voilà, et elle a opiné du bonnet et ils nous regardaient, la psy nous regardait, tout le monde nous regardait. Qu'on puisse témoigner comme ça face à une mourante, la foi en Jésus-Christ, eh bien écoutez, ce beau verset de Saint Paul clôture, voilà, une vie exemplaire, elle sera l'âme de tout ce que nous faisons, et tout ce que nous faisons, maintenant, on va lui dresser un mémorial, et vous en ferez partie parce que le livre qui va sortir sera à sa mémoire. Merci pour tout ce que vous faites, merci pour votre amitié. Merci à vous, monsieur le pasteur, et pour votre œuvre et pour votre témoignage. Voilà, bonne soirée à tous, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Il règne, c'est là l'essentiel. Merci, monsieur le pasteur. À bientôt. À bientôt. Au mois prochain. Robin Nitto. C'est délicat de reprendre la parole. C'est délicat de reprendre la parole, voilà, mais ça nous a permis de... Ça nous a permis de citer saint Paul, voilà, qui ne fait pas partie des morts littéraires superbes, et pourtant il a une très belle œuvre, m'a-t-on dit. Donc Pierre Drieux-La Rochelle, lui aussi, se suicide, et on sent que, d'ailleurs, comme chez Mishima, cette idée de la mort, bien sûr, les circonstances n'ont pas l'exigé, mais en tout cas lui ont paru favorables. Voilà, il était poursuivi, son rêve s'était écroulé, voilà, il était sur la liste des suspects. Voilà, donc il a envie de se suicider, il se rate une première fois, vous le racontez, c'est pas drôle du tout dans les faits, mais la manière dont vous le racontez, évidemment on ne peut pas s'empêcher de sourire. Là, il a autour de lui des gens qu'il aime et qui s'acharnent régulièrement à le sauver, au point que lors de son deuxième suicide, il laisse une note en disant pour l'amour de Dieu, ce coup-ci, laissez-moi dormir. Donc c'est pas grave, elle essaye quand même de le sauver, ça rate.
lui aussi, il avait une espèce d'instinct pisitanate, comme aurait dit Charles Maurras. Voilà, il aimait la mort, et c'est quelque chose qui lui vient, nous dites-vous, dès son âge de 6-7 ans. Je vous remercie d'avoir traduit Pisitanate parce que j'allais être. Oui, non, mais c'est Hilaire de Crémier qui nous a sorti ça un jour quand j'avais 15 ou 16 ans. Ça m'a tellement traumatisé que je m'en souviens. Dans le cas de Drieux-La Rochelle, ça apparaît un peu moins comme un couronnement que dans le cas de Mishima, parce que c'est un suicide qui est assez contrarié. Il hésite beaucoup, il a des phases où il est pleinement suicidaire et il assume complètement son geste et il le prépare méticuleusement. Et puis il y a des fois où au contraire il se dit mais mes amis en ce moment sont divisés, il y en a qui ont rejoint la résistance, donc je vois pas pourquoi moi aussi j'aurais pas droit à mon heure de gloire. Il envisage de rejoindre la résistance à son tour, fait jouer ses contacts pour ça, et il se retrouve au bout d'un moment à devoir se prendre la réalité en face. Son cas est beaucoup trop grave pour qu'il puisse rejoindre la 2e DB, combattre en Allemagne aux côtés des Alliés, etc. C'est fichu, il va devoir se suicider. Et une fois qu'il en a pris son parti, pardon, il relance, et voilà, effectivement cette fois-ci il réussit, avec toujours les mêmes acteurs qui rentrent en jeu et qui sont soit sa bonne, soit son ex-femme, qui font tout pour essayer de le sauver, alors qu'il les méprise allègrement de son côté. Mais revenons sur cette idée d'une mort qui le hante depuis longtemps. Sur cette idée que, voilà, à 6-7 ans, il avait cette espèce de fantasme de mourir, et donc il écoute une conversation aux portes, et il apprend un nouveau mot, lui aussi, donc, qui n'est pas pisitanate, mais qui est suicide, et ça lui ouvre des perspectives absolument brillantes et lumineuses. Et il fait effectivement, à l'âge de 7, 8, 9 ans, une première sorte de tentative de suicide. Ça y ressemble en tout cas de l'extérieur. En réalité, il n'a pas l'intention de se suicider. Il se plante un couteau dans la peau et voit une goutte de sang qui perle. Et alors là, il est complètement fasciné. Et c'est un peu le début de sa nouvelle religion. Il va avoir voué une sorte de culte à la mort, être pleinement fasciné par ça. Il va beaucoup écrire dessus et renoncer complètement à son éducation chrétienne par son attrait du suicide. Parce qu'il est intéressé par le suicide et par l'idée d'avoir le pouvoir sur lui-même, sur son être, de disparaître complètement, il renonce à la doctrine chrétienne et se rapproche plus de philosophie orientale, dans lesquelles il se voit en fait se fondre dans un grand tout cosmique qui n'a rien à voir avec le paradis des chrétiens. Alors là où Simone Weil, dont vous nous révélez, en tout cas pour ceux qui n'ont pas lu toute la somme des ouvrages que vous avez lus vous-même sur la philosophe, qu'elle a peut-être été baptisée in extremis, voilà, elle écrivait Dieu ne me veut pas dans l'Église, n'ayez donc aucun regret, il ne le veut pas jusqu'ici du moins, sauf erreur, il me semble que sa volonté est que je reste au dehors, à l'avenir aussi, sauf peut-être au moment de la mort. Et donc voilà, une de ses amies l'aurait baptisé. Et donc il y a cette phrase magnifique, voilà, où pour une fraction infinitésimale du temps, la vérité pure, nue, certaine, éternelle entre dans l'âme. Et au contraire, Drieux-La Rochelle dit quelque chose qui est d'un nihilisme mais crasse. Je voudrais rentrer dans la nuit qui n'est pas la nuit, dans la nuit sans étoiles, dans la nuit sans Dieu, dans la nuit qui n'a jamais porté de jour, qui n'a jamais produit jour, dans la nuit immobile, muette, intacte, dans la nuit qui n'a jamais été et qui ne sera jamais. Donc vraiment la ténèbre totale. Ainsi soit-il, conclut-il avec un pitoyable petit sacrilège. Lui, par contre, ça fait vraiment froid dans le dos, quoi. Tout à fait. C'est le chapitre qui m'a le plus déprimé. En fait, c'est peut-être même le seul chapitre qui m'a déprimé parce que finalement... Il pas que les gens se suicident en vous lisant. J'espère pas causer une nouvelle vague. C'est vrai que sur X, il y a un trend #RobinNito suicide, et il paraît que c'est en tête des ventes en Corée et au Japon. C'est ça, c'est comme Goethe et les souffrances de John Werther. En fait, ça produit une espèce d'épidémie un peu inquiétante. Voilà, donc alors, si vous avez un vrai problème avec ça, n'hésitez pas, appelez Radio Courtoisie. Voilà, Virginie, qui est à la technique, répondra et vous expliquera que non, il faut... Surtout pas faire ça. Il faut surtout pas faire ça. Il faut lire les autres chapitres du livre de Robin Nito. Il faut d'abord acheter le livre et voilà. lire les chapitres. Oui, alors, donc ça vous a déprimé à mort, mais heureusement, vous avez l'un comme l'autre choisi très curieusement d'écrire sur Victor Hugo, donc qui est quand même, enfin voilà,
sans doute un écrivain, en tout cas il est certainement mort, et j'ai été hyper déçu car Léon Daudet, dans ses souvenirs, explique que c'était un personnage si remarquable, c'était un républicain si républicain que même les prostituées avaient noué un crêpe noir autour de leur sexe pour vraiment rendre hommage jusqu'au bout et même dans les transports amoureux les plus tarifés au grand homme. Et donc je me dis, évidemment, il nous inflige tous les deux en plus, j'ai été obligé de lire 2 fois La mort de Victor Hugo, il y en a bien un des deux qui va citer Daudet et pas ni l'un ni l'autre. Frédéric Rouvillois, vous qui aimez Léon Daudet, Alors, au point d'avoir continué un de ses romans. Absolument. En revanche, ce n'est pas moi non plus qui ai écrit cet article-là. C'est Sophie à nouveau. Je ne sais pas si elle était au courant de cette chose. En revanche, voilà, elle connaît bien Victor Hugo, et je pense que elle doit savoir que les prostituées en question étaient dans la plupart des cas des fournisseuses, si j'ose dire, de Victor Hugo, qui tous les matins partaient à la chasse de nouvelles proies, et qui par conséquent a dû verser beaucoup d'argent aux prostituées en question. Donc voilà, elle perdait quand même une bonne partie de leur clientèle. Il y avait une reconnaissance du ventre, on peut le dire. Vous, Robin, donc le choix de Victor Hugo, puisque Frédéric s'est défaussé sur son co-auteur, mais vous-même, vous êtes seul responsable. Non, j'ai un nègre littéraire qui a écrit à ma place ce chapitre sur Victor Hugo. Je suis tout à fait innocent, et d'ailleurs, c'est mon éditeur qui m'y a forcé. Mais les arguments pour écrire un chapitre sur Hugo existent tout de même. Déjà, je voulais que ce soit un livre accessible à beaucoup, et Victor Hugo est quand même la figure de l'écrivain qu'on a tous en tête. Alors, j'aurais pu m'amuser à mettre des écrivains de niche que j'aime beaucoup, mais il a fallu quand même que je me rabatte sur des classiques Oui. du collège et du lycée, et je dois dire que j'ai quand même une certaine admiration pour l'œuvre de Hugo que je dois assumer ici. Un mauvais sourire voile le visage de Richard de XVI, qui lui aurait préféré que vous parliez d'Hégésippe Moreau. Oui, c'est ça. Les écrivains les plus nichés m'auraient paru supérieurs à Victor. Il y a un autre auteur auquel vous consacrez tous les deux de belles et émouvantes pages, c'est Charles Péguy. Et vous avez, Robin Nitto, une formule qui me paraît pouvoir correspondre en partie au projet qui est derrière ces 2 livres. La mort de Charles Péguy fait partie de ces morts d'auteurs qui semblent incorporées à leur œuvre comme indissociables de leur pensée et de leur combat. J'aime beaucoup l'idée d'une mort incorporée dans l'œuvre. Dans le cas de Péguy, c'est particulier en plus parce que c'est... oui, en fait, il a l'air d'avoir prophétisé sa mort dans des vers qui sont devenus célèbres, heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, etc. Et donc, il y a un côté où on se dit, il avait écrit qu'il allait mourir comme ça, il était écrit qu'il devait mourir comme ça, il a presque décidé de mourir comme ça. Et en réalité, on peut aussi constater une frustration qui était là à l'époque et qui a un peu disparu depuis, parce que maintenant, Charles Péguy est rentré dans le tableau Charles Péguy, mais la mort de Péguy interrompt une trajectoire intellectuelle et littéraire de manière tragique et bête en fait, parce que on sait que en 1915, il pensait publier ses confessions. Il avait plein de projets littéraires, il pensait publier une histoire de l'affaire Dreyfus, et donc ça aurait été intéressant de le voir revenir sur l'affaire Dreyfus, qui avait eu lieu 10 ans plus tôt, dont il avait été un ardent combattant, puisqu'il était très dreyfusiste. On n'aura jamais ça, on n'aura jamais ces œuvres-là. Et donc, d'un côté, on se dit, c'est parfait, il avait dit ce qu'il avait à nous dire, il a écrit sur les champs de bataille, il est mort sur un champ de bataille. Et puis, d'un autre côté, ce trou, ce vide intellectuel qui est le Péguy de 1915, de l'entre-deux-guerres et puis de Vichy, ça a laissé la porte ouverte à tous les scénarios. Est-ce qu'il serait devenu pleinement nationaliste, puisque c'était la direction qu'il était en train de prendre, et quel nationalisme? Est-ce qu'en 40, il aurait été gaulliste ou pétainiste? Donc évidemment, sous l'occupation, chacun s'est attiré la couverture à soi. Son fils, je crois que c'était Marcel, en a fait un vichiste convaincu, post-mortem. D'autres ont repris son combat anti-allemand et puis attaché évidemment à la liberté, etc., pour en faire un résistant. Donc voilà, c'est un peu le paradoxe de la mort de Péguy.
Et Frédéric Rouvillois, vous ne racontez pas exactement la même histoire dans vos propres pages. Non, mais ceci dit, pour rebondir un petit peu là-dessus, effectivement, on a toujours tendance à se demander qu'est-ce qui se serait passé si, qu'est-ce qu'il aurait écrit si il n'était pas mort à ce moment-là. Qu'est-ce que Dante aurait écrit s'il n'avait pas été frappé par les fièvres à un âge où il aurait encore pu écrire des choses importantes. Qu'est-ce que bon, et en même temps, voilà, pour les grands écrivains, on se dit que c'est parfois pas mal qu'ils soient morts à ce moment-là, au fond, parce que peut-être qu'ils nous auraient pu nous décevoir. Ça arrive aussi, hein, un mauvais cinéaste, enfin un grand cinéaste, pardon, qui fait des films catastrophiques à la fin de sa vie, un grand compositeur qui fait des œuvres. Les derniers Renoir, c'est juste impitoyable. Oui, c'est ça, ou les derniers Kurosawa, ou les derniers, voilà, enfin. Au fond, voilà, c'est comme ça. Moi, c'est une chose que je me suis souvent, une question que je me suis souvent posée. Au fond, le bonheur, par exemple, de certains grands serviteurs de la monarchie qui sont morts juste avant 89, par exemple, et qui avaient vu, au fond, qui n'ont jamais vu le déclin, la chute et voilà. Et donc, au fond, alors, certes, il avait des grands projets, mais en même temps, vous savez très bien, Robin, qu'il y avait aussi une espèce de lassitude chez lui quand même, hein, notamment par rapport au cahier de la quinzaine. Il y avait l'impression finalement d'une espèce de roue qui revenait éternellement, d'une espèce de roche de rocher de Sisyphe qu'il fallait pousser indéfiniment. Et par ailleurs, le texte que vous citiez, Heureux, etc., c'est dans son plus grand poème et dans un poème qui est effectivement un des plus grands poèmes catholiques. Enfin, certains à l'époque ont affirmé que c'est pratiquement un des plus grands poèmes catholiques depuis Dante. Depuis le XIVe siècle. Donc Ève, hein, qui publie dans les cahiers de la quinzaine et qui est un énorme, un gigantesque poème de plus de 8000 vers et dans lequel effectivement il y a entre autres choses, ces vers-là parmi beaucoup d'autres qui sont tout aussi sublimes. Donc voilà. Quand on a écrit Ève, bah voilà, c'est un petit peu comme quand Bach a fini d'écrire ses cantates ou quand Marcel Proust a fini d'écrire La Recherche du temps perdu. Hein. Au fond, c'est fait. Au fond, finis coronatopus. Oui. Voilà, Il y a d'autres arguments aussi en faveur effectivement de la thèse, de l'idée que c'est un couronnement de son œuvre et que ça la rend tout à fait cohérente. C'est que l'autre itinéraire de Péguy, qui n'est pas un itinéraire intellectuel, c'est un itinéraire spirituel à la toute fin de sa vie, quelques semaines avant de mourir à la bataille de l'Ourcq. Il rentre pour la première fois dans une église pour assister à une messe, ce qu'il n'osait pas faire jusqu'à présent parce qu'il se sentait trop peu chrétien, trop faiblement chrétien pour communier, etc. Il communie, il fait la messe et c'est peu après qu'il décède. Et dans les jours qui précèdent le fait de prendre son commandement, il suit un chemin très précis où il rencontre tous ceux qu'il a déjà croisés, il renoue avec des personnes avec qui il avait rompu. Enfin, on sent qu'il essaye de solder, si j'ose dire, toute sa vie d'avant, non pas comme un alcoolique en train de suivre les premières étapes du programme de redressement, mais voilà, comme un chrétien qui a envie d'arriver l'âme à peu près époustée devant son maître. Barrès, lui, disait, je vous cite, « Le voilà entré parmi les héros de la pensée française, son sacrifice multiplie la valeur de son œuvre. Il célébrait la grandeur morale, l'abnégation, l'exaltation de l'âme. Il lui a été donné de prouver en 1 minute la vérité de son œuvre. Le voilà sacré, ce mort est un guide, ce mort continuera plus que jamais d'agir, ce mort, plus qu'aucun, est aujourd'hui vivant. » Voilà. Et je vais me permettre, parce que évidemment je suis comme tout le monde, je pleure chaque fois que je lis Péguy, de citer ce poème que vous avez tous les deux cité. « Mère, voici vos fils et leur immense armée, qui ne soient pas jugés sur leur seule misère, que Dieu mette avec eux un peu de cette terre qui les a tant perdus et qu'ils ont tant aimés, que Dieu mette avec eux dans le juste plateau ce qu'ils ont tant aimé, quelques grammes de terre, un peu de cette vigne, un peu de ce coteau, un peu de ce ravin, sauvage et solitaire. » Vous disiez, Robin Nitto, que Marcel Péguy avait voulu pérenniser d'une certaine manière son père. Frédéric Rouvillois, dans les pages que vous consacrez à Racine, le fils de Racine essaye de janséniser son père, et le fils de Dumas, Dumas qui donne son titre à votre livre, « Je viens mourir chez toi », lui aussi essaye de sauver son père. Il y a une posture
de la famille. Il y a bien sûr les disciples. Voilà, Goethe, évidemment, ne meurt pas entouré que de sa bonne et de sa femme qu'il détesterait, comme Pierre de Rieux-La Rochelle. Les gens se pressent. Et il y en a d'autres qui sont entourés de leur famille, ou en tout cas où la famille veut être là et veut être partie prenante de la mort. Oui, de la mort et de la construction de la légende. C'est ça qui est très amusant dans les 3 cas que vous avez cités. Voilà, effectivement, le Louis, le fils de Jean Racine, qui va essayer de construire la légende d'un Racine qui aurait été un janséniste absolument inflexible et par ailleurs victime de la monarchie absolue, notamment de Madame de Maintenon, qui lui aurait joué beaucoup plus que des tours pendables, quelque chose qui ressemble à une espèce de quasi assassinat pervers. Voilà, effectivement, voilà, un écrivain, c'est son œuvre. Plagier un peu De Gaulle, voilà. C'est son œuvre. On aura vraiment, voilà, entre Hugo et De Gaulle, je crois que voilà. Les serpents sifflent sur vos têtes. Oui, donc c'est son œuvre et c'est la légende qui est ensuite. C'est ça et c'est aussi pour ça. Vous et moi, Robin, je crois qu'on a aussi réfléchi à ça et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles on a travaillé là-dessus, sur la mort est un élément essentiel de cette légende. Et comme ça n'est pas en principe, sauf dans certains cas particuliers type Mishima, l'auteur lui-même qui va la construire, ce sont ses descendants ou ses proches. Et la manière dont ils vont la construire, voilà, c'est une légende. Donc c'est souvent un pieux mensonge, parfois réussi, parfois moins réussi. Voilà. Alors, vous citez la manière dont le fils Dumas parle de son père. Donc je dis aux éditeurs de Radio Courtoisie qui nous écoutent que bienvenue dans le libre journal de la réaction, où j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Rouvillois pour son livre « Je viens mourir chez toi », consacré à la mort des écrivains chez Fayard, et Robin Nitto, « La plume et le tombeau », lui aussi consacré aux écrivains face à la mort, aux éditions Salvator. Et donc le fils Dumas écrit à l'un des premiers amours de son père, comme vous le dites, en octobre, « Mon père est plus et moins malade qu'on ne le dit. Le corps va mieux que jamais, l'esprit est frappé de ténèbres intermittentes. Il passe à chaque moment des nuages sur cet astre jadis si rayonnant. La vie n'est plus pour lui maintenant qu'une fonction machinale. Il ne souffre pas, lui seul ne se rend pas compte de son état, il est doux et gai. Tout l'amuse, rien ne l'intéresse. Il reconnaît les gens, il les oublie tout de suite. » Alors, on a l'impression qu'il parle d'un homme poétique français. Rien ne s'oppose plus d'une manière durable dans ce cerveau flottant. Là où il y avait du granit, il n'y a plus que du sable. Boire, manger, regarder la mer, respirer des fleurs, jouer au domino avec les enfants et dormir surtout. Voici, à cette heure, et désormais l'unique occupation de cette organisation abondante et de cette intelligence universelle. C'est absolument charmant. Oui, c'est terrible, le dormir surtout, c'est quand même, voilà, c'est quand on pense à ce qu'avait été effectivement Alexandre Dumas, qui est une espèce de colosse. C'est au fond, quand on lit les Trois Mousquetaires et quand on s'intéresse et les volumes suivants, donc 20 ans après, et le Vicomte de Bragelonne, on a l'impression que Porthos, c'est l'alter ego de Dumas, une espèce de figure qui est d'emblée colossale et presque surhumaine, et qui l'est de plus en plus au fur et à mesure que les œuvres successives se suivent. Et c'était ce colosse absolu, cette espèce de titan héroïque qui avait tenu tête quasiment à la moitié des armées royales à l'île de Ré à la fin de Vicomte de Bragelonne, juste avant de mourir. Voilà. Il n'est plus qu'une espèce de papy gâteux, au fond, qui est venu mourir, effectivement, dans la maison de son fils près de Dieppe. J'irai mourir chez toi. Voilà. Mais en même temps, le fils en parle avec tellement d'amour filial, il ne se souvient de rien, pas même de lui, heureusement. C'est remarquable, car la maladie est telle qu'elle le met dans l'impossibilité de la connaître. Ce n'est ni la folie ni l'hésitation, c'est comme le besoin d'un repos équivalent au travail accompli. La manière dont il met du sens dans cette sénilité, et c'est une piété filiale admirable. L'autre chose assez amusante, dans les 3 exemples que vous avez cités, c'est qu'à chaque fois, ce sont aussi des écrivains. Des écrivains relativement mineurs par rapport à leur père, mais à chaque fois, voilà, Alexandre Dumas fils, Louis Racine et Marcel Péguy ont
tous les trois écrit des choses, un peu dans le... Mais voilà, c'est aussi peut-être pour ça qu'ils peuvent parler de leur père de cette manière-là, enfin, en se situant en tant qu'écrivains eux aussi par rapport à ça. Robin Nitto, vous commencez votre ouvrage, La plume et le tombeau, par la mort d'Arthur Rimbaud, qui lui a cessé d'écrire depuis bien longtemps, mais qui meurt à côté de sa sœur, qui lui prend des lettres sous sa dictée, des lettres où il lui parle de l'eau de défense d'éléphant. Donc évidemment, elle est un peu surprise. Et il lui dicte des lettres où il a l'impression que sa vie va continuer. Et lui aussi a quelque chose d'assez bizarre, et vous le notez, c'est-à-dire quand il a 19 ans, il parle de la manière dont il reviendra en France, le cuir tanné, riche, et ce sont des pages un peu étonnantes où on a l'impression d'une espèce de prescience bizarre. Je reviendrai avec des membres de fer, la peau sombre, l'œil furieux. Sur mon masque, on me jugera d'une race forte. J'aurai de l'or, je serai oisif et brutal. Les femmes soignent ces féroces infirmes de retour des pays chauds. Je serai mêlé aux affaires politiques, sauvé. Jusqu'aux affaires politiques, c'est exactement ce qui arrive. C'était pas les femmes qui soignaient ces féroces infirmes, c'était sa sœur. Mais effectivement, il était revenu furieux avec des membres de fer nettement abîmés. Mais pas riches. Mais pas pauvres, pas pauvres non plus, en fait. Riche en un sens, riche en bourse, en capital abstrait. C'est-à-dire qu'il avait de quoi être riche, il retirait tout son argent, tous ses avoirs d'Afrique, mais il a préféré les faire donner à son serviteur qui l'a vraiment servi jusqu'à quasiment ses derniers moments, jusqu'à son retour en France en fait. Donc, d'un point de vue matériel, il n'est pas revenu riche, mais c'est parce qu'il a décidé que ses fonds seraient reversés donc à ce serviteur. Et de fait, il avait une apparence très pauvre quand il est de retour en France. Il est seul. Il n'a que sa sœur qui, pour le retrouver et prendre soin de lui. Alors, il y a sa mère à un moment qui fait un passage express depuis leur village natal jusqu'à Marseille pour aller lui rendre visite. Mais à part ça, il n'y a que sa sœur. Et effectivement, il a sa jambe de bois en guise de membre de fer. Il a l'œil furieux et il est mêlé aux affaires politiques. Là-dessus, il avait raison surtout. C'était quelqu'un, Rimbaud, quand il avait une idée en tête, ça pouvait durer 20 ans et il ne déviait pas. Et puis en même temps, c'était quelqu'un de très mobile. C'est-à-dire qu'il était incapable de rester à sa place plus d'une année. Et alors, il a fait Paris, les Ardennes, Paris pendant son adolescence. Et puis, dès qu'il a eu les moyens de partir un peu plus loin, ça a été l'Europe centrale, puis la Grèce, puis l'Afrique. Frédéric Rouvillois. Oui, une question qui je trouve se pose à propos de Rimbaud, et moi j'avais failli ajouter à la liste des auteurs Salman Rushdie. C'est au fond le cas des écrivains qui meurent avant de mourir, en quelque sorte. Zut, c'était l'une des questions que je voulais vous poser, mais c'est une excellente question puisque je l'avais imaginé. Félicitations, bravo Richard. Donc parlez-nous un petit peu. Et parce que je recite De Gaulle, parce que je suis un peu dedans, donc un peu obsédé, mais De Gaulle expliquait que le maréchal Pétain était un immense soldat qui était mort en 1925. Rimbaud, c'est un immense écrivain qui est mort à 18 ans, à peu près. Salman Rushdie, c'est un écrivain jugé immense par certains. Bernard-Henri Lévy en fait grand cas, en tout cas. Qui n'est pas mort, mais qui aurait pu mourir, effectivement, à de nombreuses reprises. Et qui, voilà, et au fond, il y a aussi un jeu comme ça avec la mort la mort qui précède la fin dans certains cas, et c'est assez au fond, voilà, dans le cas de Dumas, pareil, en un sens. Oui, vous dites qu'il avait fini par appliquer une formule qui était quand même un peu usée, même si elle continuait à lui faire gagner de l'argent, mais voilà, les œuvres de la fin n'ont pas le souffle. Tout à fait. D'autant plus qu'il n'a plus les nègres ingénieux qui l'accompagnent au début et qui lui permettent voilà, de créer cette espèce d'émulsion géniale. Ouais. Mais revenons quand même sur cette idée il y a l'œuvre
l'œuvre qui n'existe pas, et on a l'impression, dans le cas de Peggy, c'est une œuvre qui aurait pu être. Dans le cas de Rimbaud, c'est une œuvre dont on s'est rendu compte qu'elle n'existerait plus, et Verlaine était navré de savoir que, il ne touchait pas le crayon, sinon pour écrire des mémorandums sur la manière dont les défenses d'éléphants devaient être livrées, pesées et payées. Et il y a d'une certaine manière une œuvre fantôme chez certains de ces écrivains, une œuvre sur laquelle on peut rêver ou pleurer. Est-ce que... c'est une question, maladroitement posée, mais c'est une question. Non, pardon, j'étais encore sur Rimbaud, je m'étais dit qu'on n'avait pas tout à fait pardon, fait le tour mais finissons sur Rimbaud. Il y a quelque chose de particulier chez Rimbaud, qui est que, on le sait, son œuvre a été très, très ramassée, elle a été écrite sur quelques années très, très serrées, et puis dès 27 ans, il était déjà plus en France. Quelques années plus tôt déjà, il avait fini d'écrire, et la question que je pose dans le livre, c'est quel âge avait Rimbaud? Une question un peu absurde, mais que posait avant moi Coluche dans un sketch. Coluche, De Gaulle. Oui, je m'acharne un petit peu. Non, mais c'est J'étais sûr que c'était quelque chose qui allait vous déplaire, donc je m'étais dit tant qu'on y est. Oui, donc, Coluche pose la question lors d'un sketch, quel âge avait Rimbaud? Un dénommé Grimpoire qui essaie de deviner, puis qui dit des âges au hasard. Et donc, la question qu'on se pose, c'est dans l'imaginaire collectif, que je me pose en tout cas peut-être tout seul. Dans l'imaginaire collectif, Rimbaud, il me semble qu'il avait un âge précis, ce qui est l'âge de la jeunesse éternelle, en fait, parce que c'est ce qu'il incarne dans ses poèmes, c'est ce qu'il raconte en permanence, et c'est ce qu'il incarne aussi à travers son trajet de vie, la quête permanente de l'aventure, du danger, etc. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur Rimbaud. Alors, on va méditer parce que c'était vachement puissant, et donc on va écouter un bobino. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Et donc, merci pour cette belle méditation. Je vous posais cette question sur l'œuvre fantôme parce qu'il y a quelque chose dans Jane Austen, dont vous parlez, Robin Nitto, qui est tout à fait aimable. C'est que quand elle prend conscience du fait qu'elle va mourir, elle n'essaie pas de se lancer dans une autre œuvre. Donc elle décide, elle va prendre le temps de mourir et de bien mourir elle aussi. Alors elle le fait moins rapidement que Peggy, parce que Peggy il a une guerre à faire et donc il sait qu'il y a de vrais dangers possibles pour le soldat. Elle est en train de mourir chez elle et dans son salon, donc c'est moins, chez elle dans la demeure familiale. Parfois, pour passer le temps, elle écrit. Sa grande angoisse était de ne pas parvenir à finir ce qui sera probablement son dernier roman. Mais ça y est, le point final a été posé, le roman Persuasion pourra paraître. Plutôt que de se lancer dans un nouveau projet littéraire, ce serait déraisonnable dans son état, Jane prend des nouvelles de ses connaissances, neveux et nièces éparpillés dans le royaume. À chaque missive, elle ne peut s'empêcher de rendre grâce pour les soins qu'elle reçoit de ses proches. Voilà. Et ça, c'est une mort acceptée, préparée. Elle en profite pour être gentille comme tout, y compris avec sa belle-sœur qui a l'air d'être une peste. Vous le dites discrètement, mais en tout cas, il y avait peu d'amour entre elles. Et Jane Austen c'est ce qui apparaît en tout cas dans ses biographies, un personnage assez pragmatique, assez terre-à-terre. Et à un moment où elle comprend que c'en est fini et qu'elle n'aura pas le temps d'écrire un autre roman, elle fait son deuil, d'une certaine manière. Pardon. Et donc, elle prend cette décision ferme, je n'écrirai plus de romans. Donc, elle rentre complètement dans ce nouveau personnage qui est Jane Austen, la fille de ses parents, la sœur de ses frères et sœurs, etc. Et accepte pleinement son destin. À la suite de ça, on a essayé d'en faire quelqu'un qui écrivait de manière complètement désintéressée, en tout cas ses ayants droit, ses descendants, enfin pas ses descendants, mais ses nièces et ses neveux ont essayé d'en faire quelqu'un qui écrivait de manière complètement désintéressée. En réalité, il apparaît dans la correspondance, dans ce qu'elle rédige en fait à ce moment-là, qu'elle aurait bien aimé écrire plus, et notamment pour des raisons là encore très terre à terre, c'est-à-dire pour gagner de l'argent, tout simplement pour avoir un train de vie un petit peu meilleur, etc. On n'est pas du tout dans le personnage que sa famille a essayé de créer et que la postérité a pu retenir. Mais en même temps, il y a des choses très aimables, puisque je considère maintenant que c'est vous qui fixez la postérité de Jane Austen. Voilà. Donc, hier après-midi, elle souffrait trop. Alors que Cassandra, sa grande sœur, était sortie faire un tour en ville, Jane a senti son corps se gonfler de douleur. À son retour, Cassandra l'a trouvée au sol évanouie.
Cette nuit-là, Gênes sent que ce pic de douleur ne ressemble pas au précédent et qu'il ne s'agit pas d'une fausse alerte. Cassandra lui demande « Gênes, de quoi as-tu besoin ?» À quoi sa sœur lui réplique « Rien d'autre que la mort, que Dieu m'accorde d'être patiente, priez pour moi. » Donc là, brusquement, c'est moins drôle, mais vous concluez cette notice sur Jane Austen par quelque chose qui m'a enchanté. C'est David Cécile, son biographe, qui dit « La raison et les bonnes manières, l'humour et une foi solide, tout ça lui fut très utile sur son lit de mort. » Et je trouve que... Mais Frédéric Rouvillois, la raison, vous qui êtes intelligent et spécialiste des bonnes manières, l'humour et une foi solide, mais voilà un viatique pour nous tous. Absolument. Dans notre livre, on avait pensé aussi introduire une chose qui est assez, qui a beaucoup intéressé les contemporains, les lecteurs, les biographes. C'est les fameux bons mots par lesquels on tire sa révérence donc à l'existence terrestre. Et effectivement, au moins jusqu'au XVIIIe siècle, effectivement, l'un des objectifs des écrivains, c'est de mourir sur un mot encore meilleur que ceux de ses confrères ou de ses concurrents. Il y a même des recueils de bons mots. Il y a par exemple un ouvrage qui est publié vers 1760 qui s'appelle Sur les grands hommes qui sont morts en plaisantant. Et je trouve que c'est le genre de titre qui plairait effectivement à l'auteur C'est ça. Du rond de serviette est-il de droite. C'est ça. Voilà, la raison et les bonnes manières, l'humour et une foi solide, tout ça lui fut très utile sur son lit de mort. En lisant ça, on se dit, mais en fait, il parle de Jane Austen, mais il pourrait aussi bien parler de Thomas More, à qui vous avez consacré un chapitre dans votre ouvrage. Oui, deux Anglais d'ailleurs, pur sucre. Oui, effectivement, c'est ce que raconte notamment Chesterton, qui s'intéresse beaucoup à Thomas More et qui est quand même un petit peu embêté par le principal ouvrage de Thomas More, qui est l'Utopie, qui apparaît en un sens comme un ouvrage radicalement antichrétien à beaucoup d'égards, mais voilà, en même temps Thomas More meurt martyr, il va être canonisé par l'Église, tout en étant également canonisé d'ailleurs à peu près au même moment par les marxistes et notamment par Lénine, qu'il adorait. Et le moyen que trouve Chesterton pour justifier finalement la canonisation de Thomas More et le fait qu'il ne faut pas regarder sérieusement l'Utopie, c'est le fait que Thomas More était une sorte de Monty Python avant l'heure, que tout pour lui passait par l'humour, y compris d'ailleurs ses derniers moments, et Chesterton, et on a repris ça évidemment, cite notamment les bons mots dont il va émailler ses derniers jours et ses dernières heures, notamment demandant au bourreau de ne pas couper sa barbe puisque elle est innocente des crimes qu'on lui prête. Ouais, et aussi, je vous prie de m'aider à monter, dit-il au bourreau. Pour la descente, je me débrouillerai bien tout seul. Effectivement, ouais. La tête la première, sans doute, la tête en avant. Et on est là aussi, ça fait partie des plaisirs qu'on a à lire La plume et le tombeau de Robin Nitto aux éditions Salvator et Je viens mourir chez toi de Sophie Vanden Abel Marshall et Frédéric Rouvillois aux éditions Fayard. On est à chaque fois surpris de découvrir soit des existences affreuses, soit des gens abominables, soit au contraire de joyeux lurons et des personnes admirables, qui vont vraiment nous enseigner. Dans la brièveté de ces notices, donc une vingtaine de pages chez vous, Robin Nitto, de 10-15 chez vous, Frédéric Rouvillois, on a un peu l'impression des vies imaginaires de Marcel Schwab, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement ramassé où par rapport à une biographie complète, par rapport à ce qu'on est en droit d'attendre normalement, c'est-à-dire 700 pages avec un appareil de notes infrapaginal à faire pâlir d'envie à n'importe quel correcteur. Là, on va vite, en avant, calme et droit, et c'est assez agréable en fait, cette espèce de littérature au galop que vous nous faites parcourir. Ça faisait partie du plaisir de se lancer dans ce type non pas d'anthologie, mais aussi d'ailleurs, parce que dans la manière que vous avez de
de présenter toutes ces morts. Voilà, c'est Sappho, c'est la mort poétique, Ovide, c'est la mort en exil, Racine, c'est la mort classique. Il y a comme une espèce de typologie de la mort. Donc, vous avez commencé par dresser une liste de toutes les morts possibles en vous disant, il y a des écrivains qui vont y correspondre. Non, on a plutôt, voilà, l'idée de notre ouvrage sur les meilleurs écrivains, c'est plutôt de faire une sorte de promenade entre les tombes, on va dire, c'est une sorte de promenade littéraire, et l'idée au fond, un peu une sorte de militantisme pour la littérature et pour la culture, de dire aux gens, voilà, ces noms qui vous paraissent mystérieux et un peu effrayants, voilà, ça y recouvre des vies qui ont été des vies d'hommes ou de femmes. De créateurs, certes, mais voilà, qui présentent un vrai intérêt et auxquels vous devez vous intéresser parce que c'est aussi là-dessus que se fonde ce que vous êtes, ce que nous sommes, notre identité, notre culture, etc. Donc voilà, on voulait pas faire un Lagarde et Michard, surtout pas. On voulait faire non plus un tome 2 des vies minuscules de Pierre Michon, mais voilà, plutôt des vies majuscules et des œuvres majuscules, mais qui donnent envie justement d'aller plus loin, de regarder, de lire et de prendre plaisir à. Donc voilà. Et de ce point de vue-là, je pense que la brièveté dans nos deux cas, c'est aussi un moyen et qui correspond bien, heureusement ou malheureusement à notre époque, de faciliter les choses et de faire que les gens ne soient pas effrayés ou rebutés par les 700 pages que vous évoquiez avec Tremblement tout à l'heure. Voilà. Et vous aussi, Robin Nitto, il y a la volonté de se dire, voilà, après tout, Simone Veil, c'est génial, Saint-Exupéry, c'est très bien, Pierre Dry-La Rochelle, ça mérite le coup d'œil, Victor Hugo, tant pis, ça fera passer le reste. Alors, je m'inscris complètement dans ce militantisme pro-lecture dont vient de parler Frédéric Rouvillois. Et par ailleurs, je pense que prendre l'auteur par la lorgnette de la mort, en fait, par cet angle précis, rendait peut-être les auteurs étudiés un peu plus sympathiques, parce que le lecteur se retrouve à avoir le sentiment d'avoir été à leur chevet au dernier moment. Et ça donne toujours le sentiment d'être voilà, un peu plus intime avec la personne qu'on va devoir se taper pendant 20 pages. Excusez-moi. Et notamment dans le cas de Hugo. Notamment dans le cas d'Hugo. Merci beaucoup de satisfaire à mes propres maraudes. Il y a une des morts émouvantes de Frédéric Rouvillois, c'est la mort de Cervantes, qui suit, lui, quasiment la mort de son héros. Voilà, donc, alors, sauf que Cervantes n'a jamais été aveuglé, et donc Don Quichotte, lui, meurt après que les écailles lui sont tombées des yeux, pour continuer à citer les Écritures. Et en revanche, le camarade Cervantes, lui, voilà, point trop d'écailles, et en tout cas, et il meurt sur un lit de souffrance, donc les complications du diabète, nous dites-vous. Si la maladie dont je souffre était susceptible de guérison, les marques répétées de faveur et de protection dont me comble votre illustre personne suffiraient à me guérir. La politesse est là. Mais oui, c'est incroyable. Donc, il a un protecteur, donc il continue à lui tresser les plus doux compliments, et avec un style impeccable. Et à un moment donné, il se dépare un tout petit peu de la manière dont on doit parler à son protecteur, mais il finira par retomber sur ses pieds. Du moins, votre Excellence saura mon vœu, elle saura qu'elle eut en moi un homme passionné pour son service, qui voulut, au-delà de la mort, témoigner de son intention. Mais juste avant, il dit « Ce vieux chant jadis si répété qui commence ainsi, j'ai mis le pied dans l'étrier, irait à ravir dans cette lettre que je pourrais commencer dans les mêmes termes, à peu près. J'ai mis le pied à l'étrier, escorté déjà par la mort, et grand Seigneur, je vous écris. » Ça, c'est magnifique. Magnifique, oui. Absolument. Et c'est voilà, c'est à la fois c'est le génie du vrai écrivain. Il y a un côté extrêmement intime, un côté voilà, c'est une très belle un très bon moment, et un moment que là pour le coup son personnage Don Quichotte n'aurait probablement pas réussi aussi bien que lui l'a réussi avec son protecteur, mais effectivement par ailleurs il y a effectivement une espèce de proximité étrange entre la mort de l'un et de l'autre, hein, dans cette Espagne un peu folle du XVIIe siècle. Est-ce que dans la liste idéale que vous aviez faite, il y avait tout de suite 10 écrivains, ou est-ce qu'au contraire, il y en avait 74 et votre éditeur vous a dit « garde-en sous le pied »
Un peu moins de 74, mais c'est plutôt cette idée-là. Et il a fallu tailler assez largement, Et malheureusement. quel est le 11e que vous auriez vraiment aimé mettre à la suite des 10 autres? Roger Nimier. Je le dis sans hésiter, parce qu'en fait, en réalité, il y en a eu plein d'autres. Mais Roger Nimier, pas parce que ça aurait été le meilleur, mais parce que j'avais prévu d'en faire un 11e et que j'ai simplement pas eu le temps. D'accord. Et alors, si vous deviez qu'est-ce qui est fascinant dans cette mort accidentelle? Là aussi, c'est de se dire tout ce qu'il aurait pu écrire s'il ne s'était pas abîmé contre un arbre. Il y a effectivement de ça, et puis il y a il est mort il est mort comme il a vécu, c'est-à-dire vraiment dans un excès qui transparaît beaucoup dans sa littérature. C'est aussi une mort qui semble déjà apparaître d'une certaine manière à la toute fin. Alors je suis désolé de divulgacher pour les auditeurs, des enfants tristes, je crois, où Je ne suis pas certain qu'en 2024, on soit en train de gâcher une surprise quelconque par rapport à l'œuvre de Roger Nimier, mais ouais, je crois quand même que vous avez des auditeurs jeunes qui n'ont peut-être pas encore lu c'est vrai. les Enfants tristes. Surtout que c'est plus impressionnant visuellement comme livre que ses deux premiers romans. Donc on a tendance à les mettre de côté en se disant, je les dirai peut-être cet été quand j'aurai le temps. Et après avoir lu les Épées et le Hussard bleu et le Fou, il y a les Enfants tristes qui finit en fait de cette manière-là, avec une sorte de quelque chose qui ressemble à un accident de voiture, et puis en fait qui n'en est pas un, qui est un suicide. À la fin, le narrateur écrit le personnage a trouvé ce qu'il était venu chercher au détour d'une route où la voiture roule excessivement vite. Elle finit par se prendre, je ne sais plus quel énorme véhicule, oui, je crois que c'est un camion, qui lui est fatal. Et vous, Frédéric Rouvillois, le 26e auteur, ça aurait été qui? Je trouve que la question est géniale, je vous la pose aussi. Oui, parmi des auteurs relativement proches, contemporains et que j'aime beaucoup, il y aurait eu j'aurais assez aimé effectivement faire Ernst Jünger, par exemple, que j'aime beaucoup, et voilà, penser à ce monsieur qui a 103 ans, qui s'endort, enfin qui meurt dans son sommeil en fait. Dans son lit, alors qu'il avait été blessé presque mortellement 16 fois de suite à la guerre de 14, qu'il a vécu tout le XXe siècle, et qu'il a une œuvre tellement bouleversante à beaucoup d'égards. Il y a une chose tout à fait étonnante en fait. C'est la paix qui vient à cet homme qui a toujours vécu dans la guerre, et dans les froissements de l'acier. C'est quelque chose de tout à fait singulier. Bon, on espère évidemment un tome 2 pour l'un comme pour l'autre. Lorsque vous avez commencé à former ce projet, est-ce qu'on se met à relire les auteurs avec ce prisme? Après tout, qu'a-t-il dit de la mort? Voilà, est-ce qu'on a envie de relire tout Saint-Exupéry, ou en tout cas une bonne partie de Saint-Exupéry, en se disant peut-être que je vais lire Le Petit Prince et autrement que je l'avais lu, peut-être que dans Citadelle, il y a des passages qui vont me parler autrement. Enfin, je dis Saint-Exupéry parce que c'est l'un de vos chapitres. Je ne sais pas si la grille de lecture de la mort s'applique à tous les écrivains équitablement. Je pense que, par exemple, dans les écrivains que j'ai pensé à mettre dans le livre, il y a eu Baudelaire et puis il y a eu Balzac. Dans le cas de Baudelaire, il y aurait sans doute beaucoup de choses à dire, puisque c'était un tourmenté, et puis un poète, donc ça aide beaucoup. En général, les poètes ne peuvent pas s'empêcher de glisser une ou deux références à la mort. Dans le cas de Balzac, un petit peu moins, parce qu'il y met peut-être un petit peu moins de philosophie que Baudelaire, un peu moins de sa réflexion personnelle, et encore, c'est peut-être pas sûr. Frédéric Rouvillois était un peu réservé en vous écoutant. Et donc, j'ai pas mis Baudelaire, j'ai pas mis Balzac. Si j'avais mis Balzac, j'aurais peut-être eu plus de difficultés qu'avec Baudelaire. Mais peut-être que je dis une bêtise. Frédéric, est-ce que vous avez relu Sappho ou lu Sappho? Pas moi, c'est pas moi qui l'écris, c'est ma chère et tendre. En revanche, effectivement, oui, j'ai relu ou même lu. Je connaissais assez mal Pouchkine. Je savais qu'effectivement sa mort était vraiment à la fois terrible et en même temps très très importante. Hein, et donc voilà, j'ai acheté le Pouchkine à la Pléiade pour essayer de voir un petit peu pourquoi il était considéré comme le poète russe par excellence, et pourquoi
justement, sa mort avait provoqué un tel émoi, y compris populaire, hein, notamment du côté de Lermontov, qui va le suivre dans la tombe pour les mêmes raisons quelques années après. Donc voilà. Dans certains cas, effectivement, j'ai relu. Dans d'autres cas, j'avais suffisamment en tête ce que je voulais, notamment pour Edgar Poe, par exemple, une notice qui m'a beaucoup amusé, où j'ai repris le texte incroyable de Baudelaire, justement, c'est-à-dire, vous savez, Baudelaire est donc le traducteur des histoires extraordinaires d'Edgar Poe, et il a fait précéder sa traduction d'une longue préface absolument admirable sur Edgar Poe, dans lequel il évoque la mort de celui-ci et dans lequel il se trompe complètement. Alors, est-ce que c'est volontaire, est-ce que c'est pas volontaire, peu importe. Mais je me rappelle, j'avais lu ce texte, Les histoires extraordinaires et la préface, vraiment quand j'étais un jeune adolescent, et ça m'avait toujours frappé et marqué. Et voilà, en essayant de creuser un peu plus, je me suis aperçu qu'il avait tout faux, et que cette question de la mort d'Edgar Poe reste aujourd'hui encore aux États-Unis l'un des grands mystères, on va dire, de la littérature et même au-delà, hein, l'un des grands mystères de la culture américaine. Et voilà, j'ai essayé de voir les différentes hypothèses, comment Baudelaire s'est trompé, ce que Edgar Poe semble avoir fait avant de mourir effectivement à Baltimore, relativement jeune. Mais il meurt, c'est-à-dire plutôt qu'il disparaît. Il meurt. On a retrouvé son corps. On a retrouvé son corps, absolument, mais voilà. Attends, moi j'avais lu votre texte, et j'étais tellement enchanté par l'idée qu'on ne savait pas comment il était mort que j'avais même oublié en fait qu'il avait que le corps avait ressurgi. Le corps ressurgit, il meurt effectivement à l'hôpital sans que le médecin, sans qu'on sache très bien pourquoi d'ailleurs, daigne faire les papiers nécessaires pour certifier la mort, etc. Mais on ne sait pas du tout s'il est mort d'un excès d'alcoolisme, comme le laisse entendre Baudelaire, s'il a été drogué et enivré volontairement, s'il a été assassiné, si ceci ou cela. Si c'est une querelle avec des bandits ou avec un parti politique. C'est ça, voilà, l'une des hypothèses, et celle qui tient le plus la route, c'est qu'il aurait été victime d'une pratique qui existe à l'époque aux États-Unis, qui consiste à faire voter des gens lors des élections, faire voter des gens qui normalement ne devraient pas voter voilà, en les kidnappant en quelque sorte dans un endroit et en les menaçant s'ils ne font pas ce qu'on veut de les égorger. Donc il y a tout un truc, voilà. La démocratie mène à des extrémités pénibles. Ce qui est assez amusant, c'est que Edgar Poe, et c'est pour ça que Baudelaire l'aime tant, déteste farouchement la démocratie. Hein. Pour lui, c'est vraiment au fond le niveau le plus bas dans l'ordre politique. Et le fait qu'il ait été finalement peut-être victime de la démocratie élective à Baltimore, dans les circonstances encore inexplorées, est tout de même une sorte de clin d'œil un peu amer du destin ou de la providence. Et est-ce que c'est vous qui avez écrit la notice sur François Villon ? Non. Ah bon, parce que là, évidemment, en la lisant, je ne pouvais pas m'empêcher de la rapprocher d'Edgar Poe, parce que je la rapprochais parce que lui il disparaît. Lui il disparaît totalement. Alors, évidemment, il y a votre co-auteur a la gentillesse de citer abondamment Villon. Ils sont morts, Dieu et leur âme, quand encore ils sont pourris, qu'ils aient été seigneurs ou dames, délicatement et tendrement nourris. c'est vraiment génial. Et il disparaît. Voilà. Il disparaît. Et au fond, voilà, on donne une date, mais on ne sait pas, au fond, exactement quand il est mort, ni même, au fond, s'il est mort. Et là aussi, c'est très joli. Il est aussi ce guéluron et ce mauvais garçon qui tue sans préméditation, ce courtisan mal adapté à la poésie bucolique et à la condition de laquais chez le roi René. Il est ce voleur impénitent qui va du cul de basse-fosse d'un château du Loiret aux prisons parisiennes, condamné à mort, gracié, banni à 2 reprises, puis littéralement disparu au lendemain du 8 juin 1463
date probable de sa dernière sortie de Paris. Jamais vraiment mort que dans son œuvre, en somme. Bah, celle-là aussi, je trouve que cette conclusion est admirable. Bah, on est à chaque fois entraîné, alors bon, sauf dans le cas de Victor Hugo et de Lord Byron, par vraiment une sympathie, et vous réussissez l'un comme l'autre, et le troisième qui n'est pas là, à nous dire, mais vraiment, ces gens-là sont admirables. J'aurais aimé être une miette de poussière au pied de Simone Veil, où j'aurais aimé être le compagnon de tel ou tel autre, et notamment j'aurais aimé être le serviteur de Cervantes. Voilà. Mais il y a à chaque fois, vous réussissez à donner le goût de l'écrivain, et ce prisme de la mort et de ce moment ultime. Il y a aussi, d'une certaine manière, comme un classement moral qu'on ne peut pas s'empêcher de faire. Voilà, Byron qui passe sa vie à chialer et à expliquer à quel point la vie est pénible, la vie est dure, et que heureusement que les gens penseront à lui. Donc voilà, il n'est pas très sympathique. Et d'ailleurs, je trouve que la manière dont vous en parlez, voilà, le byronisme, défie à la morale, exaltation de l'individu, offre un mode d'expression tiré souvent du fond de l'enfer, selon les mots de Hugo. Il revendique pour l'homme libéré de toute tutelle un nouveau mode de rapport à la vie, à la mort et à lui-même. Les personnages de Byron inaugurent un type qui va désormais faire florès, et c'est là où on se dit, effectivement, il a déchaîné des flots boueux, des êtres de passion douloureusement dominés par une fatalité interne qui les entraîne hors d'eux. La nature, avec ses immenses étendues de nuages bouillonnants comme l'écume de l'océan naufrageur, ou comme la neige des montagnes balayées par les vents, et l'univers même, dans ses cieux les plus noirs et ses étoiles les plus inaccessibles, suffisent à peine à l'épanchement lyrique d'un moi qui étouffe dans ses limites humaines et s'éprouve désormais avec angoisse au centre de tout. C'est génialement dit, mais c'est déjà juste pour me dire, le type va passer sa vie à nous mettre ses tripes sur la table, ce sera insupportable. Témoin du renouvellement d'une civilisation, Lord Byron a été l'interprète le plus puissamment inspiré de tous les sentiments, de toutes les passions, tranchant le mot, explique Charles Nodier, de toutes les frénésies qui s'éveillent dans l'intervalle orageux où se confondent les essais d'une société naissante et les convulsions d'une société qui tombe. Moi, j'avais l'impression que vous étiez en train de parler d'aujourd'hui, en fait, avec Byron. Pour Byron, ce qui est assez fascinant, c'est que il a tout dit, il est complètement oublié. Au fond, plus personne ne lit de Byron depuis un siècle ou un siècle et demi, et pourtant il nous dit beaucoup de choses de ce dont nous venons, de ce que nous sommes, et de là où nous allons vraisemblablement nous écraser lamentablement. Est-ce que il y a une actualité de Byron, c'est ça aussi qui vous a saisi quand vous l'avez choisi? Oui, et puis parallèlement, un décalage avec l'actualité qui est flagrant chez lui, c'est-à-dire qu'il fait l'unité de l'Europe sur des critères qui n'ont rien à voir de près ou de loin avec ce qui ferait l'unité de l'Europe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dispute sur des normes et des directives supranationales, etc. À l'époque, il fait l'unité de l'Europe en faisant surgir l'énergie romantique auprès des futurs byroniens et des gens qui vont secourir la Grèce. Il fait vibrer le nationalisme, qui est un courant qui est très fort à ce moment-là. Le romantisme, le nationalisme, le libéralisme aussi. Il réveille les vieilles passions bonapartistes des Français qui commencent à s'ennuyer sous la Restauration. Il réveille toutes ces énergies qui sont complètement contradictoires les unes avec les autres, convergent à ce moment-là dans la direction qui est celle de la Grèce. Donc des origines en plus de l'identité européenne. Bon, Byron va peut-être ressusciter grâce à vous, mais on disait tout au début de l'émission, vous disiez, Frédéric Rouvillois, que évidemment, la mort pour un écrivain, et en tout cas son œuvre, le fait de rentrer en littérature, le fait de laisser une trace, était sans doute le moteur le plus puissant. Et je pensais évidemment à Saint-Paul, « Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Voilà, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? Et en même temps, on vient de le dire pour Byron, voilà, lui, c'est un tombeau littéraire qui était un genre. Et là, il est vraiment au fond du tombeau, et même le fond a crevé. Il est passé dans la crypte du dessous, qui elle-même a cédé. Il est au fond du ravin. Et est-ce que il y a chez l'un ou chez l'autre, je vous pose la question d'abord à vous, Robin Nitto, pour éviter
de vous la poser à tous les deux simultanément. Est-ce qu'il y a une volonté de réparer, de ressusciter? Est-ce que parmi tous ceux dont vous nous parlez, il y en a un dont vous aimeriez précisément que le regard qui soit porté sur lui soit différent de celui qui est porté actuellement, et si tant est qu'un regard soit encore porté sur tel ou tel auteur? Précisément, je vous remercie de me poser la question, j'espérais que vous la poseriez. J'aurais peut-être dû même vous briefer avant au cas où pour vous demander de me la poser parce qu'elle me paraît importante. Il était corruptible. C'est Max J'ai Jacob. tenté le coup, chers auditeurs. Je leur ai écrit à tous les deux en leur disant « Je sais que vous avez déjà été interviewé par quelqu'un d'intelligent. Si jamais vous avez des tuyaux, il n'y en a pas un qui m'a répondu. » Je suis désolé, ça elle m'est venu un peu tard, mais vous me l'avez posé, c'est l'essentiel. C'est Max Jacob, écrivain breton et juif et homosexuel du début du XXe siècle. Et chrétien. Et, oui, je veux dire, voilà, il naît en tout cas dans ces conditions-là. Il se convertit au christianisme au moment dans les années 10, je crois, vraiment au début du XXe. Et ça va guider tout son itinéraire d'écrivain jusqu'au martyr qu'il accepte et qui le réconcilie définitivement avec le bon Dieu et qui est dans la déportation quand il meurt à Drancy. Il est donc happé en fait par les tentations nocturnes de Montmartre où il vit avec ses amis. Tous les soirs, il est tenté par la drogue et par toutes les activités qui peuvent l'éloigner le plus possible du salut. Et le lendemain matin, étouffé de culpabilité, il va se confesser, reçoit le sacrement de réconciliation, sert la messe, communie, etc. Et l'après-midi écrit, et le soir replonge dans ses vieux démons. Ce cycle, il le résume en disant « péché, péché, se repécher, et à la fin, Dieu est dupe ». Et je trouve extraordinaire de suivre à travers l'œuvre de ce personnage complètement oublié qui est Max Jacob, la quête inlassable vers le repentir, qui est en fait qui représente un peu le quotidien de tout chrétien, mais alors de manière assez exagérée dans son cas, jusqu'à l'acceptation finale qu'il reçoit en fait pendant la déportation. Voilà, et comme c'est quelqu'un qui est trop souvent confondu avec une marque de sac à main, on m'a souvent corrigé en me disant non, je crois que tu penses à Marc Jacobs, qui est donc cette marque de sac à main assez fameuse. Je voulais lui rendre justice. Voilà. Et effectivement, ce sont des pages qui sont très émouvantes parce que même Max Jacob, évidemment, est considéré comme juif, donc il est déporté, sa famille avait été déportée. L'issue ne fait aucun doute. Et vous nous décrivez un Max Jacob qui est quand même joyeux et qui réussit à animer autour de lui avec les prisonniers qui n'ont quand même qu'une perspective, la mort. Voilà, lui-même va jusqu'au bout essayer d'apporter un peu de douceur. Voilà, et il n'espère pas le martyr comme Simone Veil. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est doué pour la souffrance, mais c'est quelqu'un qui est doué pour la joie et il ne la perd pas. Exactement, et ça tranche complètement avec l'ambiance du côté de ses amis montmartrois. Certains ont atteint les plus hautes sphères sous l'occupation et sont assez proches du pouvoir et sont devenus des amuseurs publics, certains à la radio, certains par leurs plumes, et beaucoup remuent ciel et terre pour essayer de le faire libérer. Et c'est pas le cas de tout le monde, c'est notamment pas le cas de son parrain Picasso, qui... alors je sais pas s'il rentre avec Coluche et Hugo dans c'est un communiste avec une peinture abominable, voilà, mais justement, disons du mal de Picasso. Je suis heureux de savoir qu'en plus c'était un salaud. Voilà, c'en était un. Il était le premier à réfréner les ardeurs de tout le monde en disant n'essayons pas de le sauver, il s'en sortira très bien tout seul, il s'en est toujours sorti d'ailleurs, c'est un grand chanceux, et puis nous prenons des risques inutiles, au point même de ne pas se rendre aux funérailles de son filleul Max Jacob, et de le lâcher jusqu'au bout. Un vrai bolchevique. Frédéric Rouvillois, est-ce que vous aviez le secret espoir, non pas de nous faire lire Byron, même si j'ai bien à vous écouter, je me dis que je passe peut-être à côté de quelque chose, mais il y a un auteur dont vous vous dites, voilà, il faudrait vraiment que les gens se ruent sur l'œuvre de Cervantes. Moi, ce serait un peu le contraire pour l'un des personnages qu'on a choisi et dont je me suis occupé personnellement, c'est le marquis de Sade.
Voilà. Ah, mais vous n'en dites pas beaucoup de mal, mais le peu que vous en suggérez est particulièrement méchant. Je pense que ça m'a fait plaisir. Absolument. Non, enfin voilà, il est trop épouvantable pour qu'on puisse s'amuser à en dire beaucoup de mal. Il y a un autre personnage j'ai plutôt été finalement agréablement surpris, c'est Olympe de Gouges. Elle était dans le quota féminin, donc on l'y a mis. Elle a écrit par ailleurs des dizaines, voire des centaines de pièces de théâtre qui sont toutes plus abominables les unes que les autres. Mais voilà, elle a quand même bien fini, puisque c'est notamment parce qu'elle avait voulu aider les défenseurs de Louis XVI, notamment votre arrière-grand-oncle, qu'elle a finalement été regardée d'un mauvais œil par les Jacobins, puis finalement exterminée par ces derniers en tant qu'ennemie de la Révolution, alors même qu'elle affirmait être enceinte, mais on a expliqué que, en fait, non, pas du tout. On a expliqué que l'ordre régnait, et la chasteté, et la pureté, et la vertu dans les prisons de la République, comme chacun sait. Mais ça, en revanche, quoique donc enfermé dans d'hôpital-prison pendant de très très longues années, il poursuit une vie de dépravation, de débauche, de pédophilie et de tout à fait étonnante, avec l'appui d'ailleurs de certains des responsables de l'hôpital-prison en question. Voilà, et vous dites, et ça fait frémir parce qu'avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, et vous le racontez avec des pincettes, mais c'est cette espèce de litote permanente est tout à fait aimable. En novembre 1812, malgré la présence quotidienne de sa jeune maîtresse, la veuve Quesnay, ou Quesnay, enfin je ne sais pas comment on dit, il reçoit pour la première fois dans sa chambre la visite de Madeleine Leclerc, âgée de 15 ans, dont la mère, employée subalterne de Charenton, trouve intérêt à prostituer sa fille à un auteur célèbre. Tous les gens qui ont envie de faire des parallèles audacieux avec aujourd'hui sont bienvenus dans leur lecture. Et voilà. Celui-ci, offrant à la demoiselle des cadeaux proportionnés à la qualité de ses interventions et faisant son éducation en lui prêtant des ouvrages pornographiques, la verra désormais chaque semaine, le dimanche, jusqu'au 27 novembre 1814, où, note-t-il dans son journal, elle se prête comme à l'ordinaire à nos petits jeux, c'était une citation, et me remercie pour ce que je faisais pour elle. C'est la moindre des choses pour une jeune fille bien élevée. Là aussi, on est, on est stupéfait. Et Olympe de Gouges, là aussi, vous la citez, c'est assez amusant, puisque donc elle fait jouer une pièce qui est censée être admirable. L'entrée de Dumouriez à Bruxelles ou Les Vivandiers, et la pièce est un four complet. Tout le monde dit que c'est horriblement mauvais. Et voilà. Bon, ça n'empêche pas donc les gens conspuent et l'actrice s'approche devant la scène et Olympe de Gouges dit: c'est moi qui suis l'auteur, citoyen, voici l'auteur, vous n'avez pas pu juger ma pièce, les acteurs nous en ont donné qu'une très mauvaise répétition. Et donc elle vomit, et on a l'impression de Sandrine Rousseau, Caroline de Haas. Voilà, vous dites ça parce que je suis une femme. Enfin voilà, il est très important que le public soit instruit que j'ai été la victime de la rivalité des théâtres et de la jalousie d'une femme. Et donc voilà, tout le monde en fait des gorges chaudes. Voilà. Oui, non mais effectivement, assez souvent en fait c'est autour de ces personnages, il y a ce sont des sujets pour des films ou pour des romans, hein. À chaque fois, à plusieurs reprises, on a eu le sentiment que voilà, la plume coulait tout seul et qu'on aurait pu effectivement écrire 200 pages sur Olympe de Gouges ou sur la mort de Pasolini ou sur des personnages de ce type-là. Et non, voilà, vous êtes borné une fois de plus. Voilà, La plume et le tombeau de Robin Nitto aux éditions Salvator. Je viens mourir chez toi de Sophie Vanden Abel Marshall et Frédéric Rouvillois aux éditions Fayard. Voilà, ce sont des livres où il n'y a pas 25 fois 200 pages sur des auteurs, mais voilà, ce sont de courts essais qui nous font rentrer dans ce que l'œuvre a à nous dire de cet auteur, ce que cet auteur a à nous dire de nous-mêmes, et surtout ce que la mort de chacun d'entre eux peut nous tendre comme miroir à nous, qui ne sommes pas... Robin Nitto est très loin du tombeau, mais Frédéric et moi, voilà, ça commence à sentir le sapin. Ouais, voilà, mais on est à chaque fois entraîné. Voilà. Je crois, Robin, qu'on a parlé d'à peu près tous les auteurs. Voilà, Rimbaud, Péguy, Austen, Hugo, Veil, Byron, Drier-La Rochelle, Jacob, Molière et Antoine de Saint-Exupéry. On n'a pas parlé de Antoine de Saint-Exupéry. 2 minutes sur Antoine de Saint-Exupéry. Mais que dire sur lui? Déjà qu'il fait partie, comme certains écrivains qu'on a cités, de ceux qui ont une mort dont l'enquête n'est pas tout à fait fermée.
On ne sait pas exactement dans quelles circonstances il est mort. On sait simplement qu'à un moment, le commandant de Saint-Exupéry, à 13h, était censé être de retour à la base en Corse, où il effectuait une mission d'observation depuis son P-38 Lightning. On sait qu'à 14h30, il ne pouvait plus avoir de carburant et donc il s'était probablement écrasé ou posé à ce moment-là. Et après, à partir de là, il y a eu plein de théories. Est-ce qu'il a été arrêté par les Allemands? Est-ce qu'il est mort en prison? Est-ce qu'il a été abattu par un chasseur allemand? C'est ce qu'a prétendu, en tout cas dans les années 2000, un ancien as de l'aviation de la Luftwaffe, de l'aviation allemande, qui disait je reconnais son signalement, j'ai lu qu'on avait abattu le commandant de Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, et c'est moi qui l'ai abattu. Donc j'ai oublié son nom exact à ce pilote qui dit regretter son acte, il dit regretter son geste. Et l'avion français a effectué sa mission de reconnaissance, je l'ai vu, j'ai tiré, c'était ma mission. Mais je regrette aujourd'hui parce que Antoine de Saint-Exupéry fait partie de ces écrivains qui m'ont donné envie de voler. Et je trouve incroyable l'idée qu'un aviateur français, qui est Syntex, ait été abattu par quelqu'un à qui il a donné cette vocation, parce que ça fait partie aussi il a peut-être donné, c'est ce que dit l'aviateur allemand en tout cas, Syntex aurait donné à toute une génération de pilotes l'envie de voler. Mais là aussi, on a l'impression que la mort est incorporée dans l'œuvre de Saint-Exupéry, selon votre heureuse formule. On va bientôt se quitter. Je ne voudrais pas qu'on se quitte justement sans citer un auteur que vous n'avez pas mis dans vos livres, et c'est normal, qui est le Maurras de la prière de la fin. Seigneur, endormez-moi dans votre paix certaine, entre les bras de l'espérance de l'amour. Voilà. Et c'est vraiment une prière absolument magnifique, et je crois on l'a tous lu et relu. Je ne comprends rien à l'être de mon être, tant de dieux ennemis se le sont disputés. Mes os vont soulever la dalle des ancêtres, je cherche en y tombant la même vérité. Comment croire, Seigneur, pour une âme que traîne son obscur appétit des lumières du jour? Seigneur, endormez-la dans votre paix certaine, entre les bras de l'espérance et de l'amour. Voilà. En attendant le tome 2, le tome 3, en attendant qu'on parle de tous les autres écrivains qui sont morts et qu'on en fasse aussi une anthologie des meilleurs morts, on n'a pas cité le long passage consacré à la mort de Porthos, voilà, qui meurt en essayant de retenir une montagne qui s'écroule et qui est à deux doigts d'y réussir. Mais vos livres m'ont procuré un vrai plaisir de lecteur et un vrai plaisir de connaissance. Voilà, grâce à vous, on est plus proche de gens qu'on croyait connaître, mais que la mort révèle on ne peut mieux. Voilà, c'est l'heure de nous quitter. Mille merci Frédéric Rouvillois, mille merci Robin Nitto, merci à vous. Mille merci chers auditeurs, et à très bientôt.